Fernanda arriva à l'hôpital Santa Elena par une nuit de pluie, transportée par une ambulance qui fendait l'avenue vide comme si elle disputait du temps au destin. Les portes s'ouvrirent avec force, les ambulanciers descendirent le brancard et une infirmière cria des informations trop rapides pour qu'une personne ordinaire puisse les comprendre. Mais Mathéus comprenait. Il était de garde depuis presque 15 heures, avec son café froid abandonné sur le comptoir et les yeux fatigués de quelqu'un qui avait appris à fonctionner même quand son corps réclamait une pause. Il était chirurgien, froid quand il le fallait, précis quand tout le monde perdait le contrôle. Il n'était seulement pas préparé à voir le passé entrer dans cette salle. La femme sur le brancard avait le visage pâle, les cheveux noirs collés au front et une petite cicatrice au menton. Mathéus reconnut cette marque avant même de reconnaître le reste. C'était lui qui avait tenu de la glace contre sa peau un après-midi ancien, quand Fernanda avait trébuché dans l'escalier de l'immeuble où ils vivaient au début de leur amour. Son nom n'apparut sur aucun document durant cette première minute, mais il apparut tout entier en lui. Fernanda. La pensée vint avec une telle force qu'elle faillit lui arracher l'air de la poitrine. L'infirmière demanda des instructions. Les moniteurs sonnaient. L'équipe attendait. Mathéus serra la main, respira une fois et repoussa le souvenir dans un coin parce que les médecins ne pouvaient pas s'effondrer devant un brancard. Pas quand une vie dépendait du prochain ordre. Salle 2, examen complet. Préparez une transfusion et appelez le vasculaire, dit-il. Sa voix sortit ferme. À l'intérieur, rien n'était ferme. Puis un autre brancard entra dans le couloir. Plus petit. Une fillette de 7 ans, enveloppée dans une couverture thermique avec un pansement sur le front et la petite main tombée sur le côté. Un ambulancier informa qu'elle était dans la même voiture. Fille de la patiente. Mathéus regarda par instinct, et le monde perdit de nouveau son axe. L'enfant avait les traits délicats de Fernanda, mais il y avait quelque chose dans ses yeux entr'ouverts, dans son sourcil légèrement relevé, dans la forme de son visage, qui ressemblait à une réponse cruelle donnée trop tard. Mathéus se vit lui-même dans cette fillette. Il vit une enfance qu'il n'avait pas vécue, une question qu'il n'avait jamais reçue, une absence qui avait peut-être un nom. 7 ans. Fernanda avait disparu de sa vie 8 ans auparavant. Il ne permit pas à la pensée d'aller jusqu'au bout. Il appela Henrik pour s'occuper de l'enfant et resta avec Fernanda, parce qu'à cet instant, n'importe quel choix ressemblait à une condamnation. Pendant qu'il travaillait, pourtant, les souvenirs frappaient comme la pluie contre une vitre. Leur dernière nuit ensemble. Le lit vide. Les messages qu'il avait cru être la preuve d'une trahison. La clé qu'elle avait laissée sur la table. L'orgueil blessé parlant plus fort que l'amour. 3 jours plus tard, Fernanda se réveilla. Le premier mot qui sortit de sa bouche fut Clara. Elle ne demanda pas où elle était, ne demanda pas ce qui s'était passé, ne demanda pas si elle allait survivre. Elle demanda sa fille, avec la voix faible et désespérée de quelqu'un qui n'acceptait de continuer à respirer que si l'enfant allait bien. « Elle est stable », répondit l'infirmière. « Elle s'est réveillée hier et a demandé après vous. » Fernanda ferma les yeux et pleura sans faire de bruit. Mathéus observait depuis la porte, tenant un dossier contre sa poitrine comme si cela pouvait le protéger. Quand elle le vit, la chambre sembla rétrécir. Mathéus. Le nom sortit doucement, presque sans son. Il entra lentement. « J'ai suivi votre opération, dit-il. » Fernanda tourna le visage vers la fenêtre. « Merci. Maintenant, je veux un autre médecin. » Il accepta sans discuter, parce que toute défense là aurait été injuste. Il quitta la chambre, mais il ne quitta pas l'histoire. Il monta 2 étages et s'arrêta devant la chambre de Clara. La fillette dormait avec un vieil ours en peluche serré contre son bon bras. Il y avait des dessins colorés sur la petite table, probablement faits avant l'accident, rangés dans un dossier que la grand-mère avait apporté. Mathéus resta à la regarder beaucoup trop longtemps. Quand Clara se réveilla et le vit, elle ne prit pas peur. « Vous êtes le docteur de ma maman ?»« Oui. »« Elle va aller bien ?»« Elle va aller mieux, répondit-il, même en sachant que promettre était dangereux. Clara analysa son visage avec un sérieux désarmant. « Vous avez l'air triste. » Mathéus essaya de sourire. « L'hôpital nous fatigue. Ma maman aussi devient triste quand elle pense à des choses anciennes, dit-elle, comme si elle commentait la météo, mais elle chante pour le cacher. Cela le frappa en silence. Les jours suivants,
Matheus se mit à rendre visite à Clara dès qu'il le pouvait. Il apportait des crayons, des magazines d'activités, un jus qu'elle pouvait boire. Fernanda le remarquait mais faisait semblant de ne pas le remarquer. Quand il entrait dans sa chambre, tous les deux parlaient seulement d'examens, de médicaments et de sorties. Quand il entrait dans la chambre de Clara, la fillette racontait l'école, le chat orange de l'immeuble et comment elle détestait les carottes, mais en mangeait pour ne pas décevoir sa grand-mère. Un après-midi, Henrique commenta en regardant le dossier de Clara que le groupe sanguin de la fillette était AB négatif. Il dit cela sans intention, comme quelqu'un qui parle d'une rareté médicale. Matheus sentit le sol lui manquer. Lui aussi était AB négatif. Fernanda, d'après l'historique, ne l'était pas. Ce n'était pas une preuve absolue, mais c'était une clé tournant dans une porte qu'il avait essayé de garder fermée. Le lendemain matin, il entra dans la chambre de Fernanda avant la visite médicale. Il ferma la porte avec soin. « Je dois te poser une question », dit-il. Fernanda resta immobile. Pour la première fois depuis son réveil, elle sembla réellement effrayée. « Clara est ma fille. » La question resta suspendue dans l'air comme une lame sans tranchant, de celle qui blesse par la pression, pas par le fil. Fernanda ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, il y avait des larmes, mais aussi de la colère. « Maintenant tu veux savoir ?» Matheus ne répondit pas. Il n'y avait pas de réponse assez digne. « Tu es parti, Matheus. Tu as disparu sans écouter, sans demander, sans me donner une seule chance. J'ai découvert ma grossesse presque 1 mois plus tard et j'ai passé des nuits entières à tenir mon téléphone, en me demandant si j'appelais ou non. Mais je me souvenais de la porte qui se fermait, de ton absence, du silence que tu avais choisi. Alors j'ai élevé ma fille. Notre fille, murmura-t-il. Fernanda détourna le regard. N'utilise pas ce mot comme si tu avais été là. Il baissa la tête. La phrase fit mal parce qu'elle était vraie. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que Soraya, la belle-sœur de Fernanda, arriverait ce même jour avec des fruits, des conseils et du venin déguisé en inquiétude. Elle entra en souriant, embrassa Clara, complimenta les médecins et attendit que Matheus sorte pour s'approcher du lit. « Fais attention, Fernanda », dit-elle à voix basse. La culpabilité ressemble à de l'amour quand elle arrive en retard. Fernanda ne répondit pas, mais la phrase entra là où il y avait encore de la peur. Dehors, Matheus n'entendit que juste assez pour comprendre que la bataille ne serait pas contre Soraya. Elle serait contre les 8 années qu'il avait lui-même laissé grandir entre eux. Cette nuit-là, il ne rentra pas chez lui. Il resta dans la salle des médecins, regardant l'enveloppe des examens de Clara et sa propre conscience. Pour la première fois, le doute qui l'accompagnait depuis des années changea de forme. Peut-être que Fernanda n'avait pas trahi. Peut-être qu'il avait cru trop vite, parce qu'il était plus facile de ressentir de la colère que d'admettre la peur. À l'aube, Clara se réveilla en appelant sa mère. Matheus alla jusqu'à elle. La fillette lui prit la main sans savoir ce que ce geste signifiait. Et il comprit là que la paternité commençait peut-être avant même la certitude, à l'instant où quelqu'un décide de rester. Le lendemain matin, Matheus emmena Clara dans le jardin intérieur de l'hôpital. La fillette parvenait déjà à marcher lentement, en tenant son bras, émerveillée par les petites fleurs qui poussaient près des bancs. Fernanda observait depuis la fenêtre de sa chambre, protégée par la distance. Elle voulait se méfier de cette scène. Elle voulait se rappeler qu'il était arrivé trop tard. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont Clara regardait Matheus, avec une confiance que personne ne lui avait enseignée, qui démontait n'importe quel mur. Quand ils revinrent, Clara rapportait une feuille tombée comme si c'était un trésor. Elle la donna à sa mère et dit que le docteur savait inventer des histoires avec les plantes. Matheus sourit, gêné. Fernanda ne sourit pas, mais elle ne détourna pas non plus le visage. En fin d'après-midi, Donna Regina arriva avec de la nourriture faite maison et les yeux pleins de questions. Elle salua Matheus avec une politesse ferme, de celle qui n'embrasse ni ne chasse. Puis, quand ils furent seuls dans le couloir, elle serra son sac contre elle et dit « Ma fille a beaucoup souffert. »« Je sais, » répondit Matheus. « Vous ne savez pas tout. » Il baissa les yeux. « Alors je veux savoir. » Donna Regina l'observa quelques secondes, comme quelqu'un qui décide si un homme mérite la vérité ou seulement le silence. Elle dit seulement que Fernanda avait passé sa grossesse à travailler tard, à chanter dans des anniversaires, à donner des cours particuliers, à cacher sa fatigue pour acheter le berceau de Clara. Elle dit qu'elle ne lui avait jamais rien demandé, ni argent, ni explication, ni vengeance.
Elle avait seulement demandé que personne ne prononce le nom de Mathéus dans la maison. Cette information resta en lui comme une pierre. Ce soir-là, Clara voulut dessiner. Elle demanda le sac de sa mère pour chercher la trousse bleue. Fernanda dormait, vaincue par les médicaments. Mathéus essaya d'aider, ouvrant seulement la poche latérale. Mais la fermeture principale céda et quelques papiers tombèrent par terre. Parmi des reçus, des cartes et un ruban pour les cheveux, il y avait une vieille enveloppe pliée au coin. Au dos, une écriture élégante durcit son cœur. C'était l'écriture de Donna Lucia. Mathéus aurait dû la rendre. Il le savait. Mais son propre nom était écrit sur la première feuille visible, et le passé sembla l'appeler. Il ouvrit l'enveloppe avec soin. À l'intérieur, il y avait des impressions de conversation, les mêmes que sa mère lui avait montrées 8 ans plus tôt, les mêmes qui disaient que Fernanda voyait un autre homme pendant qu'elle lui promettait de l'amour. Sauf que maintenant, Mathéus vit ce qu'il n'avait pas vu ce jour-là. Des dates confuses, un numéro sans identification, des phrases trop froides pour sembler venir d'elle. Dans le coin de la dernière page, une annotation confirmait le dépôt. Il replia tout lentement. Clara demandait s'il avait trouvé la trousse. Mathéus lui donna la trousse bleue et glissa l'enveloppe dans la poche de sa blouse. Non pas pour la cacher, mais parce qu'il devait affronter l'origine de ce mensonge avant que son courage ne flanche. Donna Lucia le reçut chez elle comme si elle attendait une visite ordinaire. Le salon impeccable, le parfum cher dans l'air. Mathéus posa l'enveloppe sur la table basse. « Vous avez fait ça ?» Elle regarda le papier, puis son fils. Pendant un instant, son expression élégante se brisa. « J'ai fait ce qu'une mère ferait. Une mère ne sépare pas son fils de la femme qu'il aime. Cette femme n'était pas faite pour toi. Elle était enceinte, maman. » Donna Lucia resta immobile. Le silence qui suivit ne contenait aucune excuse capable d'y entrer. Mathéus vit le choc en elle, mais ne ressentit aucun soulagement. L'ignorance de la grossesse n'effaçait pas le reste. « Vous m'avez volé 8 ans, dit-il. Vous avez volé à Fernanda un choix. Vous avez volé à Clara un père. Vous m'avez volé la chance de demander la vérité. Je voulais protéger ton avenir. Mon avenir avait un nom, maman, et vous l'avez effacé. » Il prit l'enveloppe et partit sans attendre de réponse. Pour la première fois, Donna Lucia appela son nom avec peur. Il ne revint plus. Quand il arriva à l'hôpital, il faisait déjà nuit. Fernanda était réveillée, assise avec difficulté, regardant la télévision éteinte. Mathéus entra et posa l'enveloppe sur le drap. Elle la reconnut avant de la toucher. « Tu as fouillé dans mon sac ?» Clara cherchait des crayons. « C'est tombé. » Fernanda ferma les yeux, trop fatiguée pour se disputer. « Je suis allé parler à ma mère. Elle a tout confirmé. » La phrase aurait dû apporter la justice, mais elle apporta seulement l'épuisement. Fernanda laissa échapper un rire court, sans joie. « 8 ans pour que tu découvres que je n'ai pas menti. » Mathéus s'assit sur la chaise à côté. « Je suis désolé. Ne dis pas ça comme si ça réglait quelque chose. Ça ne règle rien. »« Alors écoute, demanda-t-elle, d'une voix basse et ferme. Je suis restée à attendre que tu reviennes. Les premiers jours, je croyais qu'il t'était arrivé quelque chose. Ensuite, j'ai compris que tu avais choisi de croire le pire de moi. Quand j'ai découvert Clara, j'ai failli te chercher. Mais je pensais, s'il est parti sans me regarder dans les yeux, croira-t-il en un enfant ? » Mathéus porta la main à son visage, mais il ne pleura pas encore. Il voulait mériter d'entendre jusqu'au bout. J'ai eu peur aux consultations, peur à l'échographie, peur pendant sa première fièvre. J'ai appris à monter un berceau, à négocier un loyer, à sourire quand je m'écroulais. Et chaque fois que Clara faisait quelque chose qui te ressemblait, je ressentais de l'amour et de la colère dans la même seconde. Il respira profondément. « Je mérite ta colère. » Fernanda le regarda. « Je ne veux pas que tu mérites quoi que ce soit. Je veux que tu comprennes que revenir n'efface pas le trou qui est resté. Je ne veux pas l'effacer. Je veux le remplir de présence, si tu me laisses. » Elle ne répondit pas. Mais elle ne lui demanda pas non plus de sortir. 2 jours plus tard, Clara reçut son autorisation de sortie. Fernanda resterait encore un peu. Mathéus apparut avec des vêtements confortables et une poupée de chiffon que Clara baptisa immédiatement Estrella. Soraya arriva juste après, prête à emmener la fillette. Fernanda regarda sa belle-sœur, puis Mathéus, et prit une décision petite, mais immense. Clara ira avec lui chez ma mère. Donna Regina est déjà au courant. Soraya plissa les yeux. « Tu fais confiance comme ça ?»
Ce n'est pas une confiance aveugle, répondit Fernanda. C'est un commencement. Sur le trajet, Clara resta sur le siège arrière à poser des questions sur tout. Matthäus répondit à toutes. Quand il se gara devant la maison simple de Donna Regina, la fillette devint sérieuse. « Docteur Matthäus, je peux poser une question difficile ?»« Tu peux. Ma maman pleure quand elle parle de vous ?» Il tint le volant pendant une seconde. « Je crois que oui. »« Vous l'avez rendue triste ?»« Oui. Même sans tout comprendre, oui. » Clara réfléchit. « Alors maintenant, vous devez la faire rire beaucoup. » Matthäus sourit, les yeux humides. « Je vais essayer. » Cette semaine-là, il apparut tous les jours. Pas avec de grandes fleurs ou de belles promesses, mais avec de petits gestes. Il apporta de la soupe, acheta des médicaments, récupéra des documents, attendit assis sans exiger de conversation. Fernanda voyait tout. La peur aussi voyait. Les deux se disputaient de l'espace en elle. Un après-midi, Clara entra dans la chambre en tenant un dessin avec 3 personnes se donnant la main. Elle le posa sur le lit et désigna Matthäus. « Tu es mon papa ?» Fernanda retint son souffle. Matthäus la regarda, demandant la permission sans mots. L'autorisation vint dans un signe de tête presque invisible. « Oui, dit-il. » Clara ne pleura pas, ne cria pas, ne fit pas de scène. Elle approcha seulement le dessin de sa poitrine et répondit « Je le savais ». Puis elle retourna près de la fenêtre, laissant 2 adultes en morceaux devant une vérité trop simple pour continuer à être cachée. Fernanda pleura en silence. Matthäus se leva, prit sa main et attendit. Cette fois, elle ne la retira pas. 6 mois plus tard, par un dimanche clair, Matthäus préparait des crêpes de travers pendant que Clara riait et que Fernanda lavait des tasses dans la petite cuisine. Le chat Brigadero dormait sur la chaise, et le soleil entrait sans demander la permission. Clara apparut à la porte avec un nouveau dessin. « Papa, tu restes pour le déjeuner ?» Matthäus regarda Fernanda. Elle sourit, encore avec peur, mais sans fuir. « Je reste, ma fille. » Fernanda posa la tête sur son épaule. Il n'y avait pas de fin parfaite, seulement une présence. Et dans ce silence plein de vie, tous les 3 comprirent qu'une deuxième chance n'efface pas la douleur, mais apprend à l'amour à rester pour de vrai. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre commentaire et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine.